Franz Stengel était à la tête d'une puissante machine meurtrière. Il était responsable de la mort de 800 000 personnes. Wiesenthal s'est attelé à la tâche. Il espérait le débusquer. Ils étaient d'une loyauté indéfectible envers la vieille Allemagne et le Reich. C'était une belle prise pour les Allemands. Il avait des élèves. Gustav Wagner était l'un d'eux. On le surnommait la Bête. Simon Wiesenthal est le chasseur de nazis le plus acharné qui soit. Dans son bureau, au centre de documentation juive, s'empilent les dossiers de centaines de criminels de guerre qui échappent toujours à la justice. Il travaille en solitaire. Mais ce jour-là, les choses prennent une tournure inattendue. Un homme en état d'ébriété est arrivé dans son bureau en lui disant « Donnez-moi 7 000 $ et je vous dirai où se cache Franz Stengel. » Stengel était à la tête d'une puissante machine meurtrière. Il a causé la mort de 800 000 personnes. Le mot massacre n'est pas assez fort. Voilà qui suscite la curiosité de Wiesenthal. Le nom de Franz Stengel figure en tête de liste des criminels de guerre qu'il recherche. Mais il demeure méfiant. Stengel était un monstre, mais Wiesenthal voulait s'assurer qu'il pouvait faire confiance à cet homme. Wiesenthal conclut un marché avec l'inconnu. Mais il ne respectera son engagement qu'au moment de la capture de Stengel. L'homme lui a révélé le lieu de travail et l'adresse de Stengel. La famille s'était réfugiée à Sao Paulo, au Brésil. Simon Wiesenthal ne revoit jamais son mystérieux informateur. Il garde une photo de Franz Stengel dans son portefeuille depuis des années. Il est maintenant temps de traduire le nazi en justice. Franz Stengel était un policier autrichien. Avec la montée du nazisme, il s'est joint au parti et il s'est engagé dans les SS. Il a gravi les échelons du parti nazi. Stengel a été nommé responsable d'un programme spécial au château de Artem, en Autriche. Il s'agissait du programme T4. Les infirmes et les handicapés intellectuels étaient gazés sous prétexte qu'ils étaient des êtres inférieurs, des Untermenschen, qui veut dire sous-homme en allemand. C'était une école pour les meurtriers de masse. Ils étaient préparés à tuer. Qui était capable de regarder ces gens se faire piquer? Qui supportait la vue de ces gens entassés dans des chambres à gaz? Il prenait plaisir à tuer à Artem. C'était un fervent partisan des théories d'Hitler sur la supériorité de la race aryenne. C'est Himmler lui-même, le commandant des SS, qui a choisi Franz Stengel pour superviser l'endroit. Il l'a nommé à ce poste parce qu'il savait que Stengel en était capable. À la fin de l'opération, ils avaient tué environ 30 000 personnes. Après la guerre, Franz Stengel se réfugie au Brésil avec sa femme et leurs 3 filles, où il mène une vie paisible.
Il y avait une importante communauté allemande à Sao Paulo. C'était devenu un second chez-soi pour Stengel. Il était heureux. Ils avaient leurs saucisses allemandes et leurs escalopes viennoises. Ils fêtaient l'anniversaire d'Hitler et ils chantaient de vieilles chansons à boire allemandes. Les Stengel étaient de bons voisins et des membres actifs au sein de leur communauté. Il travaillait pour un constructeur automobile. Il gagnait très bien sa vie. La famille du criminel de guerre emménage dans une nouvelle maison plus spacieuse. Il se disait qu'il avait enfin réussi à se libérer du passé et que ses crimes tomberaient dans l'oubli. Mais Wiesenthal n'a pas oublié. Comme toutes les victimes de la cruauté des nazis, il ne pourra jamais oublier. Sa femme Sila et lui ont perdu 89 membres de leur famille dans l'Holocauste. Quiconque a vécu l'Holocauste ne pourra jamais chasser ces images de son esprit. Wiesenthal l'avait vécu et il se devait de poursuivre sa croisade. Avec sa nouvelle piste, Wiesenthal contacte ses relations au Brésil pour confirmer la présence du fugitif. Mais trouver Stengel n'est qu'une première étape. L'extrader en Europe pour le traduire en justice s'avérera beaucoup plus complexe. Après avoir découvert où se cachait Stengel, Wiesenthal ne pouvait pas décrocher le téléphone pour demander aux Brésiliens d'entamer les procédures d'extradition. Il aurait risqué que Stengel soit prévenu et prenne de nouveau la fuite. Afin de ne pas ébruiter l'affaire, Wiesenthal ne traite qu'avec un réseau de contacts fiables. Il ne veut surtout pas alerter les sympathisants nazis au Brésil. Les principaux pays d'Amérique du Sud avaient servi de terre d'accueil aux Allemands. Ils étaient d'une loyauté indéfectible envers la vieille Allemagne et le Reich. Cette fidélité nazie pourrait compromettre l'opération de Wiesenthal. Franz Stengel a peut-être des amis désireux de le protéger. Des amis qui ne reculeront devant rien pour stopper le célèbre chasseur de nazis. À partir de son bureau de Vienne, Simon Wiesenthal s'affaire à piéger le criminel de guerre nazi Franz Stengel. Il consulte des sources gouvernementales et des archives historiques dans l'espoir de dénicher des informations oubliées. À une époque où le sujet se heurtait à l'indifférence générale, le public avait besoin d'un héros qui continuait le combat. C'était Wiesenthal. 20 ans après la guerre, Wiesenthal est l'un des rares chasseurs de nazis encore actifs. Les gens en avaient assez des histoires de guerre. Des chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal s'y consacraient encore, mais le reste du monde avait laissé tomber. On s'intéressait davantage à la chasse aux communistes. Malgré le désintérêt général, Wiesenthal ne renonce pas. Il scrute la carrière de Stengel, un parcours jalonné des pires atrocités. Stengel a impressionné ses supérieurs au château de Artem. Plus tard, il a participé au vaste programme nazi d'extermination appelé Opération Reinhardt. Opération Reinhardt est le nom de code du massacre des Juifs polonais dans les camps de la mort. Le seul et unique objectif des camps de la mort était de tuer. L'Est de la Pologne en comptait 3. Belzec, Sobibor et Treblinka. C'étaient des usines de la mort. Et Stengel s'est retrouvé à la tête de ces camps. On pouvait espérer survivre à Auschwitz, mais on n'avait aucune chance de sortir vivant de ces 3 camps d'extermination. Très rares sont ceux qui en ont réchappé. Mais Wiesenthal parvient à en retrouver quelques-uns. Témoin du génocide, il lui explique les rouages de l'opération d'extermination des nazis, tout en décrivant le rôle fondamental joué par Stengel.
Les Juifs étaient entassés comme du bétail dans des trains qui traversaient les terres en friche de cette partie de la Pologne. Ils arrivaient dans une jolie gare au milieu de nulle part, avec des fleurs, une horloge et un horaire. Les Juifs qui débarquaient du train après un long et pénible voyage depuis Varsovie pouvaient croire que la situation n'était pas si terrible. Mais Franz Stengel les attendait. Il était responsable des opérations. Sa tenue était toujours impeccable. Il était vêtu d'un manteau et de gants blancs, avec un pantalon parfaitement repassé et des chaussures bien cirées. Derrière la gare régnait une horreur indicible. Ils empruntaient un long passage et ensuite on les faisait déshabiller, on les gazait et on brûlait leurs cadavres. Du sifflement du train à la fumée, il s'écoulait 30 minutes. Ils arrivaient à la gare et 1 heure plus tard, ils étaient morts. Wiesenthal promet à chacun de ses survivants qu'il traquera l'ex-commandant du camp jusqu'à ce que justice soit rendue. Au même moment, en Allemagne, un procès historique vient souligner l'urgence de la mission de Wiesenthal. « 10 anciens SS de Treblinka sont accusés de crimes de guerre. Franz Stengel n'en fait pas partie. Il était responsable de la mort de 800 000 personnes à Treblinka, et pourtant, le nom de Stengel ne figurait pas sur la liste des criminels de guerre. C'était le grand patron. Il ne se salissait pas les mains. Ce n'était pas lui qui tranchait les gorges. Au cours des 10 mois que dure le procès, l'horreur des crimes de Stengel et de ses anciens collègues est enfin révélée au grand jour. Mais au Brésil, Stengel demeure un homme libre. Wiesenthal a pressé les autorités brésiliennes d'agir pour faire bouger les choses. En janvier 1967, ces efforts commencent enfin à porter fruit. Les autorités brésiliennes promettent d'arrêter Stengel si l'Allemagne leur soumet une demande d'extradition officielle. Wiesenthal aide les procureurs en leur fournissant un dossier détaillé sur les crimes de Stengel. Au Brésil, le chef de police de Sao Paulo, Romeo Tuma, prépare le terrain pour l'arrestation du nazi. Ils ont identifié le secteur et ils ont défini leur stratégie. Il s'agissait d'abord de surveiller le domicile des Stengel. Ils ont observé les allées et venues de la famille dans le but de savoir à quelle heure ils rentraient à la maison. Stengel ne sait pas qu'il est surveillé par la police. La crainte de se faire arrêter a cessé de le tourmenter depuis longtemps. Après la guerre, Stengel a passé 2 ans aux mains des Américains dans un camp de prisonniers de guerre. Mais les Alliés n'étaient pas au courant de ces crimes atroces. Il était détenu par les Américains qui ne savaient pas qui il était. Stengel était conscient que la pendaison l'attendait. On aimerait croire que Stengel a dû déployer des trésors d'ingéniosité pour réussir à s'évader du camp, mais ça a été un jeu d'enfant. La sécurité était plutôt relâchée dans ces camps. Il a gagné l'Autriche, plus précisément la ville de Graz, et avec un autre fugitif, ils se sont servis de la filière de l'Église catholique pour fuir. On les appelait les filières clandestines, ou ratline en anglais, comme dans l'expression « les rats quittent le navire ». La plus célèbre filière clandestine était celle du Vatican, à Rome. Stengel avait entendu parler d'Alois Udall, un évêque autrichien en poste à Rome. Udall était au centre de ce réseau d'exfiltration de nazis. Il a accueilli Stengel en lui disant « Je vous attendais ». Il a ajouté « Pouvez-vous m'écrire un petit résumé de votre carrière pendant la guerre ?» Curieusement,
les noms de Treblinka et de Sobibor ne figurent pas sur ce document. L'évêque a remis de faux papiers d'identité à Stengel pour lui permettre de se rendre en Syrie. En 1951, Stengel et sa famille ont quitté la Syrie pour repartir à Neuf, en Amérique du Sud. 16 ans plus tard, le destin de Stengel est sur le point de basculer. Cet homme vivait en toute impunité depuis plusieurs années. Le moment était venu de l'arrêter. Février 1967. Les policiers de Sao Paulo veillent aux derniers préparatifs en vue de l'arrestation de l'ex-nazi Franz Stengel, commandant de camp de la mort. Le chef de police Touma reçoit le document d'extradition crucial qui donne le feu vert à son opération. C'était une journée comme les autres pour Stengel. Après le travail, il a rejoint sa fille dans un petit bar pas très loin de chez lui. En rentrant à la maison, tout à coup, une voiture de police est arrivée et les policiers en sont sortis. Il était foutu. Il n'avait aucune chance de leur échapper. Il s'était toujours senti invincible. Ils l'ont poussé sans ménagement à l'arrière de la voiture pendant que sa fille hurlait. C'est certainement déchirant de voir son père se faire arrêter. Les policiers gardent Stengel en détention dans l'attente de son extradition. À 8000 km de là, Simon Wiesenthal ignore encore que la capture de Stengel le lancera sur la piste d'un autre important criminel de guerre. Au cours de son interrogatoire, l'ex-commandant du camp de la mort prétend que son travail consistait uniquement à noter les noms des victimes avant leur exécution. Tous les nazis invoquaient la même excuse banale. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Je ne baisserai pas la tête en avouant que j'ai fait quelque chose de mal parce que je n'ai rien fait de mal. Il n'a pas eu la force morale de dire à ses supérieurs que c'était mal et qu'il refusait de le faire. Stengel était le genre d'homme sans qui le nazisme n'aurait pas pu fonctionner. Quelques jours plus tard, son mystérieux informateur contacte Wiesenthal, qui accepte d'honorer son engagement. Mais il ne révélera jamais son identité. Certains ont laissé entendre qu'il s'agissait de l'ex-gendre de Stengel, qui l'aurait trahi en renseignant Wiesenthal. Les soupçons à son égard sont nés à la suite d'une grave mésentente. Il avait divorcé de la fille de Stengel. Il aurait voulu se venger en les menaçant de contacter Simon Wiesenthal. Aujourd'hui encore, la famille Stengel est convaincue qu'il s'agit de lui. En juin 1967, Franz Stengel est de retour en Allemagne pour répondre à des accusations de génocide. C'était une belle prise pour les Allemands. Le procès de Stengel est l'un des moments clés de l'histoire de l'Holocauste, essentiellement parce qu'on n'avait pas encore réalisé toutes les horreurs commises dans ces camps. Sans oublier le fait que des criminels comme Stengel étaient encore vivants et qu'ils menaient une petite vie tranquille dans l'anonymat à l'autre bout du monde depuis toutes ces années. Ils n'avaient pas de cornes, ils n'avaient pas de sang sur les mains. On pouvait les confondre avec un chauffeur de taxi ou l'épicier du coin.
Le 22 décembre 1970, Simon Wiesenthal est présent dans la salle d'audience quand tombe le verdict. Coupable. Franz Stengel est condamné à la prison à vie pour sa participation dans les meurtres de 900 000 personnes. Selon Wiesenthal, il aura fallu 3 ans avant que Stengel ne soit traduit en justice. Bien sûr, sa famille a toujours soutenu qu'il était innocent, mais Franz Stengel était loin d'être innocent. 25 ans après la chute du régime nazi, Simon Wiesenthal peut enfin clore le dossier de Franz Stengel. 4 mois plus tard, le criminel accorde une entrevue à la célèbre journaliste Gita Sereni. Les confidences qu'il fera mettront Simon Wiesenthal sur la piste d'un autre criminel de guerre nazi. Pendant cette entrevue qu'il a donnée de sa cellule de prison, il a fait une révélation fracassante. Il a vendu son vieil ami Gustav Wagner sans se faire prier. Il a révélé que Wagner s'était lui aussi réfugié à Sao Paulo. Voilà ce que vaut la devise des SS. Mon honneur s'appelle fidélité. Quand ils se font prendre et que le bateau se met à couler, ils n'hésitent pas à se trahir. À l'abattoir du château de Hartheim, le savoir-faire de Stengel fait de lui un excellent professeur. Il avait des élèves. Gustav Wagner était l'un d'eux. Peu à peu, des hommes comme Wagner étaient initiés à la machine à tuer. C'était un test. Wagner l'a passé haut la main. C'était un bon élève. Il prenait plaisir à tuer. Franz Stengel dénonce son collègue SS et le lendemain, il meurt d'une crise cardiaque. Il a vécu une belle vie jusqu'à l'âge de 63 ans. Il a passé à peine 1 an dans une prison confortable de Düsseldorf. Après avoir appris que Wagner se trouvait au Brésil, Wiesenthal s'est attelé à la tâche. Gustav Wagner était l'un des assassins les plus vindicatifs et les plus sadiques de la planète. Il se prenait pour Dieu. Après leur affectation au château de Hartheim, les 2 hommes partent au camp de la mort de Sobibor. Stengel est le nouveau commandant et Wagner est son adjoint. Quand Stengel est nommé à Treblinka, le camp de Sobibor a besoin d'un nouveau commandant. Stengel a suggéré que Wagner le remplace. Un homme inspirait la frayeur dans chacun des camps, et à Sobibor, c'était Wagner. On le surnommait la Bête. Dès qu'il arrivait quelque part, on savait que quelqu'un allait mourir. Juin 1971. Simon Wiesenthal a une nouvelle mission. Retrouver le criminel de guerre nazi Gustav Wagner à Sao Paulo, au Brésil. Wiesenthal savait que Wagner se trouvait là-bas, mais il ignorait son nom d'emprunt. Et il ne connaissait pas son adresse. Ses contacts au Brésil trouvent une copie du premier passeport brésilien de Wagner, mais l'adresse qui y est inscrite est périmée depuis longtemps. L'enquête de Wiesenthal piétine. Le nazi et ses crimes resteront toujours gravés dans la mémoire de Thomas Blatt, un survivant de Sobibor. Wagner était très grand. Il était colossal et puissant. Quand je le voyais, même s'il était à 200 mètres, j'en tremblais. C'était le pire tueur de Sobibor. Il était terrible, extrêmement sadique. Il m'a battu tellement de fois. Il s'amusait à tuer un père et son fils avec une seule balle. Il obligeait le père et le fils à appuyer leurs têtes l'une contre l'autre.
Une femme avait réussi à cacher son bébé dans un sac à dos pour l'amener avec elle dans le camp. Quand il s'en est rendu compte, il a emmené la mère et l'enfant dehors, il a fait agenouiller la mère et il a abattu le bébé en premier. Je suis désolé. Je suis désolé. Et il a abattu la mère. Il a assassiné plus de 200 000 personnes. Tout comme son mentor, Franz Stengel, Wagner échappe aux Alliés après la guerre. Il rentre chez lui en Autriche. Il s'y trouve encore quand Stengel entre en contact avec le réseau d'exfiltration. Il est arrivé en Autriche et un jour, dans la rue, il a entendu quelqu'un siffler. « Bonjour, Franz. » Qui était-ce? Son vieux copain, Gustav Wagner. Ils ont décidé de refaire leur vie à l'étranger. Stengel et Wagner sont tous les deux partis au Brésil. Ils avaient commencé leur carrière ensemble et ils s'étaient finalement retrouvés. Ils habitaient à une 50aine de kilomètres l'un de l'autre. Ça donne froid dans le dos de penser que ces nazis en cavale, qui repartaient à 9, étaient amis entre eux. Eichmann et Mengele se voyaient au café ABC de Buenos Aires. C'était la même chose pour Stengel et Wagner. Ils se rencontraient de temps en temps pour prendre un verre ou une bouchée. J'ose à peine imaginer leur sujet de conversation. Il côtoyait la communauté allemande des environs de Sao Paulo. Il a épousé une femme du coin, avec qui il a eu des enfants. Quand elle est décédée, il s'est retrouvé seul. Après l'arrestation et l'extradition de Stengel, il a même tenté de séduire son épouse. Mais elle repousse ses avances. Elle lui offre même de l'argent pour qu'il la laisse tranquille. Simon Wiesenthal ne sait toujours pas où se cache Gustav Wagner. Son enquête piétine. L'affaire sera au point mort pendant 7 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, une nouvelle piste se dessine. Wiesenthal tombe sur un article de journal qui fait état d'une étrange célébration dans un hôtel du Brésil, une fête d'anniversaire pour Hitler. Un fervent nazi comme Gustav Wagner figurerait-il au nombre des invités? Wiesenthal appelle la journaliste sans tarder. À l'époque, j'étais photographe au journal do Brasil. Mon patron m'a dit qu'il avait un boulot pour moi. Quelqu'un avait envoyé une invitation anonyme au journal au sujet d'une rencontre nazie pour célébrer l'anniversaire d'Hitler, mais c'était un message codé. J'ai répondu, « D'accord, partons à la chasse aux nazis. » Le mari de la journaliste qui accompagne Cynthia Brito offre de les y conduire. On a roulé pendant des heures et des heures sans jamais trouver personne, pas même une vache. J'ai suggéré qu'on s'arrête pour manger un morceau. On est entré à l'hôtel Till. On avait l'air allemande. Personne ne pouvait soupçonner qu'on était des journalistes brésiliennes. On est entré dans le restaurant. Des bibelots ont attiré mon attention. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. » Il y avait de la vaisselle de porcelaine et chacune des pièces portait la croix gammée. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est ici. En regardant par la fenêtre, on a vu un groupe d'Allemands en tenue folklorique.
On est allé les rejoindre à l'arrière. J'ai essayé de photographier ma collègue et son mari dans un angle qui permettait de voir le groupe, tout en laissant croire que je prenais une photo du couple. Quand les Allemands se sont rendus compte que je les photographiais, on a décidé de prévenir la police. Nous avons eu peur. Les festivités sont déjà terminées quand les policiers arrivent au restaurant. Il ne reste plus que quelques convives. Je me rappelle qu'un policier a demandé son passeport à un des nazis pour s'assurer qu'il était entré légalement au pays. Une dispute a éclaté entre les policiers et le propriétaire de l'hôtel. Le client de l'hôtel, furieux, cherche querelle aux policiers. Il décide de fouiller sa chambre. Les policiers sont entrés dans sa chambre et ils ont ouvert le tiroir de la table de chevet. Il y avait un revolver chargé et des munitions. Il n'était pas là simplement pour s'amuser. Quand les policiers ont trouvé le revolver, l'homme a perdu la tête. Le propriétaire de l'hôtel hurlait. Il a couru après nous. On sentait qu'on avait le matériel pour un excellent article. Mais on n'avait pas la moindre idée des répercussions qu'auraient nos gestes. Des journalistes brésiliens ont été conviés anonymement à une étrange fête en l'honneur de l'anniversaire d'Hitler. Les photos compromettantes de l'événement font le tour du monde. Simon Wiesenthal contacte la rédaction du Journal do Brasil pour obtenir l'ensemble des photos de Cynthia Brito. Mais en les observant minutieusement, il n'aperçoit pas le visage de Wagner. Wiesenthal ne se décourage pas pour autant. Il décide de s'y prendre autrement. Il craignait que Wagner ait vent de la controverse et décide de s'enfuir. Il a donc décidé de jouer à un petit jeu digne de Wagner lui-même. Il a renvoyé l'une des photos à la journaliste en écrivant le nom de Wagner au verso avec son numéro de matricule SS. Le journal brésilien publie un article relatant les crimes de guerre de Wagner. Wiesenthal a dit au monde entier que l'homme sur cette photo était Gustav Wagner, l'assassin recherché de Sobibor, et qu'il fallait l'arrêter. Quand Wiesenthal a fait cette déclaration, il savait qu'il ne s'agissait pas de Wagner, mais il espérait le débusquer. Pour Wagner, l'article est à la fois inquiétant et troublant. Ces crimes de guerre sont maintenant révélés au grand jour. Mais le visage sur la photo n'est pas le sien. La photo a provoqué des remous dans les cercles intellectuels et quelques jours plus tard, l'Allemand qu'on avait identifié comme étant Wagner sur la photo a été assassiné. On ignore qui est l'auteur du crime. L'hypothèse que l'assassinat était l'œuvre des nazis a été avancée. Ses compatriotes craignaient probablement que Wagner ne les dénonce s'il était traduit en justice. Ce sont peut-être les nazis eux-mêmes qui l'ont tué. La nervosité a gagné Wagner.
Il s'est dit que s'ils avaient réussi à tuer cet homme, il valait mieux demander la protection de la police. Il s'est donc livré aux autorités. Le stratagème du chasseur de nazis fonctionne à merveille. En détention, Wagner avoue avoir travaillé à Sobibor, mais il nie avoir joué un rôle dans les atrocités. Les policiers constatent qu'il n'est pas l'homme sur les photos. S'il n'arrive pas à prouver qu'il est bel et bien un criminel de guerre, Wagner sera libéré dans 48 heures. Mais tout à coup, une extraordinaire coïncidence vient tout changer. Une coïncidence qui implique l'un des rares survivants de Sobibor, Shlomo Schmajner. Senhor Gustavo, o senhor é mesmo o homem que foi julgado em Nuremberg e condenado? Shlomo vivait au Brésil. Un soir, il a vu Gustav Wagner apparaître sur l'écran de son téléviseur. Il a explosé. Il ne pouvait pas croire qu'il respirait le même air que Wagner. Il a sauté dans le premier avion pour Sao Paulo et s'est rendu directement au poste de police. Les autorités ont une occasion en or de coincer Wagner. Le chef de police Touma organise un face-à-face entre la victime et son bourreau. Este homem está dizendo que o senhor era o chefe do campo de concentração. Não, essa não é verdade. Chefe foi Stengel. Stengel? Franz Stengel. Agora, chefe, Spitz, era Oberscharführer Gustav Wagner. Ele fala... Il n'aurait jamais pu se douter qu'un des rares survivants de Sobibor se trouvait dans la même ville que lui et qu'il allait le dénoncer. Vocês matavam, fuzilavam, rebentavam, faziam o que queria e ninguém. Você hoje, depois de 36 anos, seja pouco de macho, homem. Il a répondu à Shlomo, « Tu devrais te compter chanceux que je t'ai laissé la vie sauve. » Comme aveu de culpabilité, il ne se fait pas mieux. Une fois son identité confirmée, Wagner est détenu dans l'attente de son extradition. Tout le monde réclamait Wagner. La Pologne le voulait à cause de Sobibor. L'Allemagne voulait l'accuser de graves crimes de guerre. Israël voulait le pendre. Il savait qu'il se dirigeait tout droit vers un procès et une condamnation à perpétuité, tout comme Stengel et plusieurs autres avant lui. Cette perspective le terrifiait. Wagner était sur le point de craquer dans sa cellule. Les prisons brésiliennes ne sont pas très accueillantes. Deux semaines après son incarcération, Wagner tente de se suicider en brisant ses lunettes et en avalant les éclats de verre. Bien franchement, il n'avait jamais été très équilibré. Avec toute cette pression, il est devenu de plus en plus suicidaire. Il menaçait de s'enlever la vie. On l'a enfermé dans l'aile psychiatrique d'une prison brésilienne. Wagner fait deux autres tentatives de suicide, en se tranchant les poignets dans la baignoire et en se fracassant la tête contre un mur. Le destin de Wagner repose désormais entre les mains de la Cour suprême du Brésil. Sa vie n'a plus jamais été la même. Il s'est écoulé 35 ans depuis l'indicible règne de terreur de Gustav Wagner au camp de la mort de Sobibor. Il revient maintenant à la justice brésilienne de décider s'il sera jugé ou non pour ses crimes de guerre. Pour une raison technique, la Cour suprême du Brésil a refusé d'extrader Gustav Wagner. Les Brésiliens ont libéré Wagner, qui est rentré chez lui. Cette décision fait scandale aux quatre coins du monde. Aucune règle juridique ne justifiait d'empêcher l'extradition de Wagner. Les preuves contre lui étaient tout aussi accablantes que celles contre Stengel. Mais son avenir était tout de même sombre au Brésil.
La vérité avait triomphé et il savait que désormais on le traquerait jusqu'à la fin de ses jours. Que ce soit par Wiesenthal ou par des survivants. On l'a relâché et l'instant d'après, il était mort. Il s'était apparemment donné des coups de couteau. Sa famille a dit qu'il s'était suicidé en se poignardant à la poitrine. Plusieurs sont plutôt d'avis qu'il a été victime de meurtre. Il est bien difficile de se poignarder à mort de cette façon. L'une des hypothèses avancées pour expliquer sa mort suggère qu'un survivant des camps de concentration, peut-être un survivant de Sobibor, l'aurait suivi et l'aurait assassiné par vengeance. J'ai interrogé Shlomo au sujet de la mort de Wagner. Il m'a regardé avec un petit sourire en disant « Il s'est suicidé en se poignardant à la poitrine ?» Et il a éclaté de rire. J'aurais aimé le tuer, mais je me serais retrouvé en prison. D'abord, ma famille aurait été ruinée. Plusieurs choses entrent en ligne de compte, mais si j'avais été seul, je l'aurais probablement fait. Wagner a échappé à la justice. Il aurait dû subir un procès et connaître la souffrance de croupir très longtemps en prison. Il a vécu plusieurs années de bonheur au Brésil et il ne méritait absolument pas ce répit. Les circonstances de la mort de Wagner demeurent mystérieuses, mais une chose est certaine, il a connu une fin violente. Ceux qui croient en une justice divine ou éternelle peuvent se rassurer. Grâce à Simon Wiesenthal, le chasseur de nazis le plus célèbre de l'histoire, des centaines de criminels ont enfin été traduits en justice. Et Franz Stangl et Gustav Wagner comptent parmi ses meilleures prises. À eux deux, Stangl et Wagner ont 1 million de victimes sur la conscience. C'est grâce à la détermination de Wiesenthal que des criminels comme Stangl et Wagner ont connu le sort qu'ils méritaient. Wiesenthal a poursuivi la chasse aux criminels de guerre nazis à une époque où cet épisode de l'histoire menaçait de sombrer dans l'oubli. En 2004, la Grande-Bretagne décerne à Wiesenthal le titre honorifique de chevalier de l'Ordre de l'Empire britannique. Il s'était en 2005 à l'âge de 96 ans. Il aura survécu à la plupart des criminels qu'il a traqués. C'est un baume que le monde entier soit désormais au courant.